Bienvenue dans La Salle, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs du fitness francophone. Je m'appelle Thibaut, fondateur d'iFlow, une agence d'automatisation IA spécialement conçue pour les enjeux des salles de sport. Acquisition des leads, rétention des adhérents, optimisation opérationnelle et bien plus encore. N'hésite pas à t'abonner et à mettre 5 étoiles si le podcast t'a plu. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans La Salle, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger le monde du fitness. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Patrick Pinault, coach sportif de formation et fondateur de Body Heat, un concept de franchise lancé en 2017 qui a connu une croissance rapide avec plus de 120 studios en France. Bonjour Patrick, comment vas-tu? Bonjour Thibaut, eh ben, écoute, ça va super comme toujours là. J'ai fait ma petite séance de sport donc je suis chaud. Je Super, suis chaud, on va parfait. pouvoir attaquer. Allez, c'est parfait. Moi, ça va très bien, écoute. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Peut-être que pour commencer, tu peux nous parler un peu de toi, d'où est-ce que tu viens, quel est ton parcours avant d'avoir lancé Body Heat. Ouais, bien sûr. Écoute, moi je suis breton d'origine, je suis né à Brest. J'ai pas mal voyagé de mes... Alors à la base, j'ai toujours voulu être coach sportif. Malheureusement, quand j'ai fait mon diplôme quand j'avais 20 ans, donc il y a 20 ans aujourd'hui, je me suis blessé et à la suite de ça, j'ai fait un BTS transport, donc rien à voir. Et je suis parti pendant 3 ans à l'étranger, donc j'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'ai eu la chance d'habiter en Nouvelle-Zélande pendant quasiment 3 ans et de parcourir pardon, toute cette partie du monde. Et quand je suis rentré en France en 2010, j'ai repris mon diplôme du coup de coach sportif. Enfin, j'ai repassé mon diplôme de coach sportif et j'ai commencé à travailler à Brest. Donc de 2010 à 2015, j'étais coach en salle, donc tous les cours collectifs, du step, du LIA, du body combat, du body jam, tous ces trucs-là, je faisais. Je faisais un petit peu de coaching particulier également. Et c'est en 2015, je me suis blessé au dos. Donc là, la question est venue sur la table de me dire, bon, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Mon corps, c'est un peu mon outil de travail. Si j'arrête, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux reprendre la boîte de ma patronne, par exemple, pour évoluer? Parce qu'il n'y avait pas de poste situé de manager, c'était juste une strate managériale, c'était ma patronne au-dessus. Donc la seule opportunité, c'était de racheter pardon, sa salle. J'avais pas les moyens, étant donné que je gagnais vraiment le SMIC à l'époque, hein. Je faisais exactement de mémoire 1 450 € pour 42h30, je crois, un truc comme ça. Et mes parents n'étaient pas du tout dans l'entrepreneuriat, donc bon, un peu questionnement, blessure au dos, la copine qui s'en va, problème au travail. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Au même moment, j'ai donc un ancien collègue de taf qui me contacte. Je me rappellerai toujours, j'étais au Carrefour Market à Brest. Et il m'appelle, il me dit, tiens Patrick, je suis monté à Paris. Oh, écoute, je cartonne, je fais du coaching à domicile, je prends 80 € de l'heure, je fais 20 30 heures par semaine. Donc le mec, il me vend un peu du rêve, il me dit, tu peux te faire 8 10 000 € assez facilement. Donc je me dis, bon, allez, on va tenter sa chance. Donc j'ai tout quitté. J'ai quitté Brest, je suis monté à Paris avec mon petit baluchon. Et donc je suis arrivé en septembre 2015. Et au début, ça a pas été une partie de plaisir parce que j'habitais à Montrouge, pour ceux qui connaissent un peu la région parisienne. Et je dormais dans le canapé d'un de mes potes. Et parfois, donc j'ai dormi pendant 6 mois dans son canapé. Et parfois, il y avait sa copine qui venait et qui disait, bon, bah Patrick, il va falloir que tu quittes. Donc je passais des nuits entières dans la rue. C'était un peu la galère. Ouais, Je me ouais. rappelle. Je sortais, je partais à 20 h après le repas, on va dire. Et donc, je traînais dans les rues de Paris jusqu'à 7 h du mat'. Alors, je rassure, hein, ça n'a pas été toutes les semaines, mais ça m'est arrivé 2 3 fois. Et j'ai commencé du coup à faire du coaching à domicile avec la machine d'électrostimulation. Donc, qu'on utilisait chez Bodit, qu'on allait, pardon, par la suite utiliser chez Bodit. Et je l'ai trouvé premièrement, donc grâce à cet ami qui m'a appelé, et je l'ai utilisé pour me refaire une santé, parce que j'avais des problèmes de dos. Donc, je l'ai utilisé dans un premier temps sur moi-même, pensant pas vraiment qu'il y ait quelque chose à exploiter, parce que j'avais pas de stratégie ou autre. Donc, j'ai acheté une machine, j'ai commencé à faire du coaching à domicile, et c'était en début 2016, 2017, il y avait les premiers studios qui commençaient à ouvrir. Et du coup, avec cet ami que j'avais retrouvé, on s'est dit, tiens, ce serait pas mal aussi qu'on essaye d'ouvrir un studio. Et puis de là est partie l'aventure. Donc en fin 2016, on a signé notre premier local, non sans mal. On n'avait pas l'accord des banques, on n'avait rien. Et avril 2017, on a ouvert in extremis le club, parce qu'à 2 semaines près, en fait, qu'on n'avait pas l'accord des banques, on avait essayé de faire une quinzaine de banques, je me rappelle, que des refus, des fausses joies ou autres. Et il me restait 200 balles sur mon compte en banque.
j'étais pareil, j'étais un peu en PLS dans le canapé. Je me dis, purée, comment je vais faire? Et en fin de compte, on a eu l'accord d'une banque. Donc, on a pu finaliser, parce qu'on avait déjà signé le bail. Donc, on avait déjà fait les travaux, mais on n'avait pas l'argent pour acheter les machines. Et quand on a eu cet accord, ben, on a lancé l'aventure. Et direct après, on a été des bulldozers, quoi. Donc 2017, avril 2017, ouverture du premier centre. Premier franchisé, ou on va dire assimilé franchisé, c'était un pote à nous qui a ouvert la boule en décembre 2017. Deuxième fonds propre en 2018. Et après, voilà, 2018, on a ouvert une quinzaine de centres. 2019, une soixantaine. 2020, Covid un peu plus complexe, donc là on a ouvert, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais une vingtaine. On a eu un total d'ouverture d'à peu près 140 et aujourd'hui on est à 108 clubs, parce qu'il y en a effectivement qui ont été rachetés, qui ont fermé également. Et voilà un petit peu pour l'histoire. Donc après, j'ai pas mal parlé, donc j'ai essayé de faire une trame assez rapide, un récapitulatif. Et voilà, à peu Bah, près merci. l'histoire de... Merci pour ce récapitulatif, c'est hyper intéressant. Et c'est drôle parce qu'il y a un espèce de dénominateur commun dans les belles success stories. On a l'impression qu'à chaque fois, il y a un moment où les entrepreneurs étaient un petit peu dos au mur. Et il y a toujours cette revanche qui se passe ensuite après sur la vie et sur les situations. Et c'est vrai que dans les grands entrepreneurs, même aux États-Unis, etc., au début, ils commencent avec pas grand-chose, ils ont pas du tout les moyens et au final, on se rend compte que ils arrivent à progresser. Donc c'est hyper inspirant. Et moi, j'avais une question par rapport à Body. Du coup, comment est-ce que ça t'est venu, ces machines d'électrostimulation? Comment est-ce que t'en es arrivé à te dire, OK, bah, je vais miser tout ce que j'ai, tout ce que je peux, mon énergie sur ça, et je suis persuadé que ça va fonctionner. Quel était un peu ton état d'esprit quand tu t'es lancé par rapport à ça? Bah, pour être très transparent, moi, j'y croyais pas du tout. Ok. Quand j'ai testé la machine, je me suis dit, ah, encore des patchs d'électrostimulation, ça va pas faire grand-chose. Mais en fin de compte, beaucoup de gens font l'amalgame en fait entre l'électrostimulation qu'on va voir chez le kiné avec les petits patchs et où on va cibler vraiment un faisceau musculaire pour renforcer, réhabiliter tout ce qu'on veut. Alors que là, c'est vraiment d'une grosse combinaison en fin de compte sur laquelle on va pouvoir faire travailler l'ensemble des muscles en même temps. Donc la première fois que j'ai testé, j'ai vraiment eu un effet waouh. Je me suis dit, purée, c'est un truc de fou. J'ai eu 9 jours de courbature. Parce qu'en Ah une ouais. journée, il faut savoir, ouais, en une journée, j'avais fait 2 séances entières. Parce qu'on n'avait pas de process à l'époque, vraiment, c'était nouveau, donc on ne savait pas la dose à mettre. Du coup, je me suis réveillé le lendemain. Je suis waouh, putain, j'ai l'impression d'avoir fait une séance, mais de fou furieux. Alors que je m'entraînais beaucoup à l'époque. Je Mhm. fais, putain, il y a peut-être un truc à faire. Et comme je te disais un peu plus tôt, il y avait des petits centres qui commençaient à s'ouvrir et il y avait une effervescence autour de ça. Donc on s'est dit, on avait rencontré d'ailleurs un concurrent à nous à l'époque pour potentiellement ouvrir une franchise via leur enseigne. Et en fait, quand on a rencontré le fondateur, on s'est rendu compte que, bon, il n'était pas forcément plus futé que nous. Il avait réussi déjà. On s'est dit avec mon pote, s'est regardé, on a dit, bon, bah écoute, on peut peut-être tenter notre chance. Et on a bien fait du coup, parce on les a rattrapés, dépassés en très peu de temps. Et voilà, c'était plus je sais pas, même pas un challenge, c'était un jeu. J'ai pris ça comme un jeu. De créer sa société et on a appris tout sur le tas. Donc aujourd'hui, on a réussi à faire une grosse boîte. On a fait énormément d'erreurs, on a fait énormément de success stories. Mais voilà, ça s'est fait un peu tout seul. En fait, c'était pas prémédité, tu vois. Et dans cette aventure entrepreneuriale, est-ce que t'as toujours eu ce profil entrepreneur dans toi, cette fibre-là, même quand tu étais plus jeune, ou tu savais pas vraiment vers quoi t'allais t'orienter et ça t'est tombé dessus un petit peu par pur hasard? Ah, en fait, c'est ça. Si tu veux, mes parents, ma mère était secrétaire comptable et mon père était cuisinier dans la marine. Et ils ont toujours eu le discours un peu protecteur de dire, oh, Patrick, il faut absolument que tu aies la sécurité de l'emploi, donc pousser vers trouver un travail dans le secteur public pour voilà, faire 45 ans dans le même poste, 9h, 17h, avec un salaire fixe et être sûr d'avoir quelque chose à la fin du mois. Et au fond de moi, j'avais toujours cette petite voix qui me disait, euh, ah, c'est un peu chiant comme ça, a l'air un peu chiant de faire ça, tu vois, toute sa vie. Je me dis, putain, mais et je me posais la question, je voyais les gars qui avaient par exemple des belles maisons, des belles voitures. Je me disais, mais comment ils font ces mecs-là? Parce que quand tu fais des études, toi j'ai un bac plus 2, on m'avait dit, bah voilà, t'as un bac plus 2, tu vas pouvoir te monnayer à peu près 1 500 euros. Si tu fais un bac plus 3, tu vas pouvoir te monnayer, allez, 1 700, 2 000 et ainsi de suite. Et je me dis, bah alors, il faut que j'ai un bac plus combien pour gagner 100 000 balles par mois? Soit il faut que je sois footballeur pro, ou peu importe, un professionnel dans un sport, ou alors il faut que je gagne au loto.
Et du coup, si tu veux, je pense que j'ai toujours inconsciemment été poussé euh, vers l'idée, l'aventure. Parce que, comme je te l'ai dit, je suis parti en Nouvelle-Zélande, j'avais 23 ans. Après, je suis parti à Paris, donc il y avait toujours inconsciemment cette graine de planter où il fallait que je fasse quelque chose de différent. Et en fin de compte, quand tu es dans le mouvement et que tu restes pas les pieds dans les mêmes sabots, comme on dit, bah, en fait, tu rencontres des personnes, tu as des événements qui se font que, bah, tiens, il y a une boutique qui fonctionne, on est dans le même business, bah, on va essayer de faire pareil. Et pourquoi pas se lancer en entrepreneur et commencer à essayer de générer plus d'argent et de gagner de l'argent. Donc, si tu veux, il n'y avait pas de prédestination à devenir entrepreneur, ça s'est fait un peu tout seul, mais je pense quand même qu'il y avait une petite graine quelque part en moi qui disait, bon, il faut que tu ailles tendre vers là, je pense. Et c'est intéressant parce que tu dis que tu as pris ça comme un jeu au départ. Est-ce que tu ressentais de la pression purement, enfin très forte sur tes épaules ou tu avais toujours un petit détachement et tu disais que de toute façon ça allait fonctionner, que c'était un peu un jeu. C'était quoi ta philosophie par rapport à l'entrepreneuriat? Moi, c'était plutôt de l'inconscience, je dirais. C'était vraiment de l'inconscience. Je mesurais pas les risques parce qu'à l'époque, j'étais célibataire sans enfant, rien à perdre, pas une thune. Donc bon, tu sais, t'as rien à perdre, tu y vas quoi. J'avais quand même acheté un appartement en Bretagne et j'ai compris en fait, j'ai commencé à avoir de la pression sur les épaules à l'arrivée du Covid parce que moi, inconsciemment, si tu veux, la première banque qu'on a eue, il a fallu que je mette mon appartement en caution. Caution perso. Aucune banque voulait nos suivre parce qu'on n'avait pas d'argent, enfin pas beaucoup. On n'avait pas d'expérience. Le secteur dans lequel on voulait se lancer était encore inconnu, c'était l'électrostimulation. Donc les gens voyaient débarquer ça, ils voulaient même pas nous assurer parce qu'ils savaient pas si c'était dangereux ou pas. Et du coup, j'ai dû mettre donc pour le premier prêt une première fois mon appart en caution. Derrière, on a fait un deuxième prêt, j'ai dû mettre une deuxième fois mon appart en caution. Et ça, je l'ai répété 7 fois. Mais en toute inconscience, je me suis dit, ouais, de toute façon, ça va marcher. Et l'arrivée du Covid, quand on a dû fermer toutes les salles d'un coup, là, j'ai eu un revers je sais pas comment on peut dire ça, vraiment le retour de manivelle. Je me suis dit, putain, mais si on foire aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? J'ai mis 7 fois mon appart en caution. Bon, ils vont pas pouvoir me le prendre 7 fois, ça c'est sûr, ça va être compliqué. Mais là, j'ai compris effectivement la pression qu'on pouvait avoir sur nos épaules et la réalité, en fait, la réalité de l'entrepreneuriat en France, parce que à l'époque, on a gêné. Comme je te disais, j'ai gagné le SMIC en Bretagne. Je suis arrivé sur Paris, j'étais au chômage, donc je crois que j'avais un chômage de 800 balles, un truc comme ça. Donc je faisais un peu de blague. Bon, je pas honte de le dire, hein, tu sais, beaucoup le font en coaching. Donc tu prenais un peu de cash, tu gérais un peu comme tu pouvais, tu déclarais un petit peu. Et derrière, en fait, on a fait tellement d'argent rapidement, mais on est tellement resté aussi sur la sécurité, à savoir, on s'est quasiment pas payé sur les premières années. On vivait sur la boîte, tu vois, on se payait à manger avec la boîte, nos fringues, tout ça. Moi, je vivais en coloc à l'époque, donc je payais pas cher. Euh, Vraiment, on a fait énormément de cash d'un coup. Donc on se rendait pas compte, on se disait putain, le compte en banque qui grossit, 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, tu t'hallucines un petit peu. Tu dis bon, il peut rien nous arriver. Bon, Covid, il est un peu redescendu. C'est là où j'ai commencé vraiment à me dire bon, peut-être falloir faire attention, ouais. Tu vois? Ouais, tu m'étonnes, parce qu'au début, comme tu disais que t'avais pas forcément des choses à perdre, mais une fois que tu as fait grossir un petit peu tout ton business, et comme tu dis, tu as mis 7 fois ton appartement en caution, là, je pense qu'en termes de risque, effectivement, surtout que c'est un imprévu qui est arrivé totalement, enfin, qui est venu chambouler le quotidien de tout le monde. Et donc, il y avait Ouais. avec du recul, on peut analyser la situation, de se dire, bon, finalement, ça allait. Mais quand tu es sur le moment et que tu vois tout fermé, qu'il y a un confinement, etc., j'imagine que tu devais pas être très serein et c'est très compréhensible. Ouais. Non, ouais, c'était un moment, je me rappelle, pour te dire, hein, en fait, c'était assez paradoxal parce que tu avais les salles de sport. Donc il y avait un code APE des salles de sport qui devaient fermer. Nous, on avait un code APE un peu entre deux. C'est-à-dire que certains de nos bodys avaient des codes APE de salle de sport, certains avaient des codes APE de l'esthétique. Parce que comme c'était pas une activité connue, c'était pas vraiment régi par Jeunesse et Sport, donc tu avais dans les textes pas réellement besoin d'être coach sportif diplômé pour pratiquer. Donc si tu n'étais pas coach sportif diplômé pour pratiquer, tu prenais le code APE de l'esthétique et tu pouvais, par un moyen un peu détourné, voilà, faire tourner ta boutique. Donc quand le Covid est arrivé, tu as des bodys qui ont dû fermer par rapport à leur code APE et tu as des bodys qui ont pu rester ouverts par rapport à leur code APE, leur autre code APE. Donc c'est là où ça a été un peu un ascenseur émotionnel parce que des fois ça ouvrait, des fois ça fermait
ouais, tu sais, après, il y a eu le confinement, le déconfinement, le reconfinement. Donc, ça a été une période très difficile. Et ouais, il a fallu la passer ouais, sereinement. Je sais pas si c'est le bon mot parce que on était jeunes franchisés, jeunes franchiseurs, pardon, autant pour moi. On n'avait pas vraiment d'expérience, on n'avait pas vraiment de mentor ou autre qui pouvait nous accompagner ou nous dire quoi faire. Et on s'est retrouvé à l'époque, on avait 100 franchisés qui attendaient après nos conseils. Sauf qu'on était livrés à nous-mêmes comme eux, tu vois. Donc on a mis tout le monde au chômage partiel. Donc c'est pour ça l'anecdote, elle est assez drôle aussi. En début 2020, on devait commencer à, à se sortir de l'opérationnel pour voilà, souffler un petit peu. Et on voulait faire notre personal branding d'un côté, peut-être partir sur d'autres business à droite, sécuriser un petit peu l'argent gagné. Et en fait, on a dû mettre tout le monde au chômage partiel parce qu'on ne savait pas trop comment faire. On s'est retrouvé à trois à gérer 100 franchisés et être vraiment chaque matin quand on se levait, c'était un peu un nouvel inconnu, qu'on ne savait pas ce qui allait se passer, on ne savait pas comment réagir. Donc c'était une période assez, ouais, assez chaude, hein, assez Et chaude. sur toute ton aventure entrepreneuriale, du coup, tu dirais que la période la plus difficile, c'était sans nul doute le Covid, principalement? Alors, il y en a eu plusieurs. Parce qu'après, moi, j'ai un après Bodit. Étant donné que j'ai vendu Bodit, j'ai un après Bodit. Je dirais que alors, très dur. Le Covid a été très, très dur, effectivement, mais pour tous, hein, je pense. Moi, je pense que c'est quand j'ai gagné un petit peu d'argent à la revente, euh, je me sentais invincible. Je me Ouais. sentais invincible dans le sens où ah, j'ai créé un truc de toute pièce, une machine de guerre. Rien ne me fait peur. Et c'est là où j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs d'investissement. Alors, j'ai voulu monter une boutique d'esthétique avec ma femme. On s'est mal associé et du coup, on en paye un peu les pots cassés aujourd'hui. C'est quelque chose qui aurait pu marcher, mais on se rend compte que- qu'on a eu beaucoup de chance avec Bodit, que j'étais à fond dans le projet, c'est-à-dire que j'avais pas de femme, pas d'enfant. Quand je suis sorti de Bodit, j'avais un enfant par, on va dire, par adoption de 10 ans et j'ai eu mon bébé aussi en début 2022. Donc en fait, j'avais pas pris l'ampleur en fait de la charge de devenir un nouveau papa et de vouloir continuer à performer dans l'entrepreneuriat. Donc toi, ça c'est un point aussi qui est non négligeable et c'est ce que je dis à certains entrepreneurs aussi que j'accompagne parce que maintenant je suis dans le conseil, le coaching entrepreneurial. Ce que j'ai fait, c'est beau, mais j'étais H24, tu vois. J'étais de 6 heures à 23 heures du lundi au lundi. Quand j'ai voulu relancer la boutique, je pouvais pas faire la même chose. Tu vois, de matin, j'avais le petit à m'occuper et l'amener à la crèche. Le soir, il fallait que je le récupère. Donc ça restreint considérablement les journées et on se rend compte que c'est pas la même façon de gérer et c'est beaucoup plus complexe. Tu vois. Hyper Donc je pense que je intéressant. dirais qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans un renouveau. Là, je sors un peu de toute de tout ce, comment dire, ce brouillard où j'ai pensé que l'entrepreneuriat était facile et je repars sur quelque chose de tout neuf. Ouais. C'est intéressant parce que, en fait, t'as eu une ascension fulgurante au début et ensuite la Mm. réalité qui t'a rattrapé. Puis ensuite, tu repars du coup sur une aventure entrepreneuriale, mais avec plus de sagesse par rapport à tout ce que t'as accumulé. Et c'est vrai que c'est intéressant comme discours. Et aujourd'hui, tu disais que tu es parti dans le consulting, dans le coaching maintenant. Quand je dis coaching, c'est plus coaching entrepreneurial. C'est quoi maintenant enfin, si tu peux faire par exemple la journée type quand tu travaillais chez Bodit et la journée type actuelle maintenant. Alors que je repose la question, tu me dis si je repose la question, pardon, tu me dis si c'est bien. Ouais, Tu veux savoir quelle était ma journée type à l'époque chez Bodit et quelle est ma journée type aujourd'hui. exactement. Alors ma journée type à l'époque chez Bodit, c'était ouais, je faisais alors j'ai peur de dire une bêtise, c'est le Magical Morning ou le Miracle Morning, je sais plus comment on appelle ça. Tu sais où tu te lèves à 4h30 là et tu fais. Je vois Ouais, très bien. voilà, donc ça, je l'ai fait pendant quelques temps. Je me réveillais à 4h30, je gérais tous les mails, tous les dossiers. Paf, après, j'allais au bureau. Enfin, souvent, j'étais déjà au bureau à 5h. Après, j'arrivais à genre 8h, tu avais les premiers collaborateurs qui arrivaient. On voyait ce qu'il y avait à faire. On travaillait. Puis en fait, on était vraiment sur tous les fronts. On avait un problème d'orga à l'époque. Avec le recul, je dirais qu'on avait un gros problème d'orga dû à l'hyperscaling en fin de compte, hein. Quand tu ouvres 60 clubs en un an, tu te doutes bien que bon, faut recruter des personnes, elles ne sont pas forcément bien recrutées. On n'avait pas de process de recrutement, donc des fois tu fais des bons coups sans faire exprès, des fois tu fais des erreurs, donc ça te fait perdre du temps. Et mes journées, ouais, elles étaient
Ouais, donc comme je te dis, je commençais à 4h30, des fois je finissais à 21, 22h et je dormais, je repartais. Ouais, c'était un chantier pas possible, mais c'est ce qui nous a permis aussi de performer comme on l'a fait en si peu de temps, tu vois. C'est ça, donc ça c'était ma vie, on va dire, pendant Body Hit. Ma vie aujourd'hui est sensiblement plus cool, même si effectivement j'ai quand même des business à côté. Donc avec ma femme, on a quelques business qui tournent en parfaite autonomie, donc ça c'est plutôt cool. Et tu vois, ma journée type aujourd'hui, bon, je me réveille toujours vers 6h30, 7h. Je m'occupais du petit, je l'amène à la crèche. Après, j'essaie d'aller au sport, au moins 3 4 fois par semaine. Et après, voilà, je gère mes coachings d'entrepreneurs. Et je travaille aussi sur mes futurs projets. Et voilà, c'est quand même plus cool. On va dire que je suis plus efficace en moins de temps. Le travail que je vais faire en 2 heures, c'est peut-être ce que je faisais en 4 ou 5 heures avant. Mais parce que j'ai une méthodologie aujourd'hui, des process qui me permettent vraiment d'être efficace. Et puis des outils aussi, hein, on va pas se mentir. Toi, t'es en plein dedans avec Ouais. l'IA. Faut vraiment en profiter et apprendre à s'en servir parce que c'est ce qui fait gagner énormément de temps. Et donc, voilà, aujourd'hui, je suis pas à plaindre. Je suis pas à plaindre. Ok. Hyper intéressant. Et c'est vrai que tu le mentionnes, bon, ça on pourra y venir un petit peu après, de l'IA. Et moi je voulais juste revenir un petit peu sur Bodit parce que c'est quand même assez impressionnant cette fulgurance et ces 60 clubs ouverts en un an. Qu'est-ce qui, selon toi, explique que le modèle a aussi bien fonctionné alors que vous n'étiez pas forcément bien structuré? C'est un contexte conjoncturel des gens et de la mode du Bodit ou tu peux expliquer ça d'une autre manière, tu penses? Ouais, en gros, ce qui s'est passé, c'est que nous, comme je te disais tout à l'heure, on est arrivé vraiment au moment du boom sur l'électrostimulation. Euh, Ce qui est drôle, alors je vais employer des mots un peu, peut-être un peu durs, mais on était considérés, je me rappelle, comme les manouches de l'électrostimulation. Alors, je mets des guillemets à manouche. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en gros, t'avais un concurrent à l'époque qui avait beaucoup de moyens, il faisait des beaux clubs, super beaux machins, qui coûtaient une blinde. Il avait une belle image. Il y avait un autre concurrent qui commençait aussi à arriver. Et nous, qui venions de nulle part, parce que mes associés et moi, on était brestois, on ouvre un premier club dans un tout petit boui-boui de 35 mètres carrés, même pas 35, un peu moins, avec une douche, tu sais, les douches. Comment on appelle ça, par les douches montées que tu montes toi-même, toi, c'est pas une douche en dur. Vraiment, sans trop de déco, le truc où tu avais les deux machines de poser, tu as les gens qui venaient et ça tournait et c'était, euh, bon, voilà, on était un peu à l'arrache. Et en fait, on a ouvert, comme je te dis, plusieurs clubs très rapidement, en fonds propres d'abord. Je me rappelle, les, l'industriel qui nous revendait les machines, nous regardait, il nous l'a dit après, il nous disait, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, ceux-là? Ils avaient peur qu'on fasse dégringoler le marché. Et on les avait revus donc 2 ans plus tard, donc c'était en 2019, au Salon de la Franchise, donc l'année où on a fait les 60 ouvertures, et ils nous ont dit, ah purée, mais en fait, vous avez bien géré, vous avez bien structuré. Et pour revenir, excuse-moi, parce que j'ai un peu décalé, pour revenir à la question de base, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu une si forte explosion? C'est qu'en fait, on était un peu en guerre contre notre concurrent de l'époque. Et je me souviens, quand on avait ouvert notre premier club, eux, ils en avaient déjà deux ou trois, je crois. Et en fait, ce qui est drôle, c'est donc on a ouvert dans le Marais. Je sais pas si tu connais un bâti, tu connais un peu Paris. Ouais, Puis on a ouais. ouvert dans le 3e arrondissement. Eux, ils avaient ouvert dans le 17e. Et je me souviens, avec mon associé, on se souvient, on dit, putain, il faut qu'on ouvre sur les nœuds de Paris, il faut qu'on ouvre à Opéra. Et on avait identifié un local à Opéra. Et je te jure, truc de fou, le soir, on identifie le local. Le lendemain, on voit, parce qu'on scrutait tous les jours leur site internet, on voit qu'ils étaient en cours d'ouverture donc de l'enseigne concurrente. Je peux dire le nom peut-être aussi. Ouais. Ouais, bien sûr, je pense que tu peux, c'est bien sûr. Action Sport à l'époque, bon, ils ont périclité pendant le Covid, donc pas de bol, mais ils ont ouvert du coup, juste, je te jure, c'était à 20 mètres du local qu'on avait identifié. Et si tu veux, on s'est dit, purée, mais en fait, il faut qu'on soit plus rapide. Et en fait, on avait le même agent immobilier. Et à chaque fois, le mec il s'est fait trop d'argent avec nous parce qu'il nous disait, tiens, j'ai un local ici, il est bien placé. Je me rappelle, par exemple, c'était Boulogne. Il dit, ah bah ce matin, il y a Action Sport qui est passé le visiter. Ils sont chauds pour le prendre. Si vous voulez l'avoir, il faut vous le signer aujourd'hui. Et pam, on signait. Pareil à Neuilly, pam, on signait devant eux. Et en gros, c'était une guéguerre qui a fait qu'on a été comme des fous furieux. Donc ça, c'était pour l'histoire en tant que fonds propres, donc des succursales. Et ce qui a fait le démarrage, enfin les 60 ouvertures en 2000,
en 2019, c'est que pendant le salon de la franchise, donc c'est marrant parce qu'on était aussi quasiment face à face, les emplacements sur le salon de la franchise, il y avait Bodit et Action Sport. Et on voyait tous les potentiels franchisés qui passaient par Action Sport et qui venaient nous voir ou vice-versa. Et du coup, c'était la guerre à qui va réussir à avoir le plus de franchisés. Et du coup, on signait tout, on faisait pas le tri. Erreur, hein, parce on doit vraiment, ça c'est un conseil pour ceux qui veulent se lancer en franchise, en tant que franchiseur, pardon, c'est vraiment faire une bonne sélection des franchisés. Parce que c'est bien d'avoir beaucoup de franchisés, mais s'ils font des bêtises derrière, c'est compliqué à gérer. Et du coup, nous, on prenait tous ceux qu'on pouvait prendre. Ah, bah là-bas, Action Sport, ils m'ont proposé tant, machin. Bah nous, c'est moins cher. Viens chez nous. Tu vois, c'était un peu ça, en gros. Ouais. Et du coup, ce qui nous a permis d'ouvrir aussi énormément de clubs en 2019. Ouais. C'est un peu c'est pour ça, en fait, qu'il y a eu une émulsion autour de tout ça. C'est qu'il y en avait un qui se tirait la bourre avec un autre. Voilà, il n'y aurait pas eu de concurrent. Je pense voilà, on aurait peut-être aussi bien performé, mais on aurait été plus cool, tu vois. On aurait été moins vite. C'est intéressant, ça. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de se lancer dans un secteur ou un milieu parce qu'ils disent que le marché est trop saturé, qu'il y a trop de concurrents. Mais finalement, dans ton cas, c'est intéressant parce que le fait qu'il y ait eu un concurrent, limite, ça vous a donné un esprit de compétition, vous vouliez faire mieux, vous vouliez réussir. Et au final, c'est ce qui vous a drivé. Et c'est ce que souvent les entrepreneurs expliquent, c'est que, en fait, la concurrence, c'est un bon signal sur le marché. C'est-à-dire que si la concurrence, c'est que le produit ou le service peut plaire et peut avoir une audience cible, et donc c'est hyper intéressant par rapport à ton... Ça fait écho à ton expérience, ton parcours avec Bodit, donc hyper intéressant. Euh, Je peux te faire une anecdote si tu veux par rapport à la Avec concurrence. plaisir. Très important. Tu vois, Bodit, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a une ascension fulgurante et je pense que c'est la concurrence qui nous a permis justement d'avoir cette ascension fulgurante. Et le coup dur que j'ai eu après, c'est que, en fait, un marché, quand tu lances une activité, faut être au bon endroit au bon moment, avec les bonnes personnes qui t'entourent. Donc nous, en l'occurrence, tu vois, la machine d'électrostimulation, elle était sur le territoire français depuis 2011-2012, mais elle restait un petit peu dans un coin, jusqu'au moment où tu as des mecs, donc c'est Iron Body, pour les citer, qui étaient du côté d'Avignon, enfin qui sont du côté d'Avignon, qui ont ouvert leur premier centre et qui ont commencé à faire rayonner cette activité. Du coup, nous, on est arrivé derrière, on a pris la vague, si tu veux, en cours, et on a joué avec la concurrence, ce qui nous a permis de décoller et d'exploser. Euh, à contrario, quand je te parlais de la boutique que j'ai lancée avec ma femme, sur de l'esthétique, donc là, on est sur un produit ultra niché. Alors, je sais pas si ça va te parler, mais c'est de la photobiomodulation. Donc, c'est les masques LED que tu dois avoir un peu partout, tu vois, pour, voilà, on va dire rajeunir un petit peu ou ralentir les effets du vieillissement. Là, on était ultra niché et pendant 2 ans, on n'a pas eu de concurrence. En plus, les industriels qui nous avaient vendu les machines euh, voulaient garder potentiellement le business pour eux. Donc, si tu veux, on a eu énormément de personnes qui sont passées dans la boutique, mais il y avait une éducation à faire à chaque fois. Et étant donné que c'était pas vraiment reconnu malgré les effets positifs de l'outil, bah, on a eu du mal à convertir, du mal à vendre et aujourd'hui bah, ça nous a un peu fatigués parce que les masques LED arrivent tout juste vraiment sur le devant de la scène, on va dire en 2025 et je pense que ça va percer dans les prochaines années. Donc on est arrivé trop en avance. Là, on vend la boutique parce qu'on n'a pas réussi à faire le coup d'éclat qu'on avait fait avec Bodit. Et je pense que c'est par un manque justement de concurrence et de connaissance de l'outil, tu vois. C'est intéressant parce que la concurrence, elle a aussi ce rôle de venir éduquer le marché, en fait, finalement. Parce que plus tu enseignes, plus le marché va prendre connaissance de l'existence de ce type de service ou de produit. Et donc, ça vient nourrir aussi un cercle vertueux également pour toi si tu as de la concurrence. Donc, hyper intéressant sur ce point-là. Et je pense que ça peut résonner chez beaucoup de personnes, justement, qui ont ce sentiment de pas vouloir se lancer parce qu'ils ont peur qu'il y ait trop de concurrence. Parce que au final, actuellement, bon, à part sur les services aussi nichés que le tien, il y a de la concurrence dans tous les domaines et c'est pas pour autant que des gens ne vont pas consommer. Typiquement, des boulangeries, il y en a partout. Il y a énormément de concurrence, mais parfois des personnes font le choix d'aller s'orienter vers tel ou tel, tout simplement parce que l'expérience client fait que ils apprécient plus cette boulangerie-là. Donc, hyper intéressant. Moi, je voulais revenir sur toi, sur ta manière de gérer. Aujourd'hui, si on passait une journée avec toi, dans ton travail, qu'est-ce qu'on découvrirait sur ta façon de gérer, de motiver, d'organiser ton business? Qu'est-ce que tu peux nous apprendre par rapport à ça? Alors,
Bah, c'est se bloquer. Alors, moi, comment je fonctionne aujourd'hui? Tu vois, je suis quelqu'un à la base qui suis un peu, je dirais, désorganisé, on va dire, de naissance, si je puis dire. Euh, L'idée, c'est de structurer ses journées en fonction des besoins et de mettre les priorités là où elles sont. Souvent, et encore même aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des tâches que je fais et en fait qui n'ont pas de valeur ajoutée ou que je pourrais déléguer ou que potentiellement j'ai même pas besoin de faire, tu vois. Donc c'est vraiment d'arriver à prioriser les tâches en fonction de ses besoins, de se faire des séquences de travail, tu vois, sur un agenda, par exemple, avoir un agenda assez carré en disant, bah voilà, ce matin, je m'emploie à faire, par exemple pour LinkedIn, tu vois, tu te dis que je suis assez actif sur LinkedIn. Bah, normalement, pour faire tous mes posts de la semaine, je prends 2 heures le samedi matin. Et Mm. voilà, je bloque 2 heures, je fais tous mes posts. Je les programme, comme ça ils sont lancés. Cette semaine, je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, il faut que je fasse mon post du jour. J'ai un peu déconné. Mais voilà, c'est s'organiser et vraiment mettre l'accent là où on est bon. Tu vois, moi, clairement, après beaucoup d'années, j'ai constaté que là où j'étais bon, c'était plutôt dans l'échange, dans le conseil, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai acquise, plutôt que dire une bêtise, créer une page Notion, tu vois. Une page Notion, ça me prend la tête, je sais pas faire. Donc j'ai essayé à un moment donné, je dis bon, ça prend trop de temps, je délègue ou je cherche des templates ou je fais avec autre chose, tu vois. Donc c'est vraiment se focaliser sur ce pourquoi on est bon, dans un premier temps, et ensuite déléguer si possible. C'est vrai que pour déléguer, il faut avoir un peu de moyens, mais aussi donc bien s'entourer, tu vois. C'est avoir les bonnes personnes avec qui travailler. Moi, je sais que ma femme, on est très complémentaires. Elle est très douée dans tout ce qui est process, mise en place de documents. Donc, elle m'accompagne là-dessus, tu vois aussi. C'est hyper intéressant cette notion de déléguer parce que quand on se lance, surtout en solo, moi je suis en plein dedans actuellement. C'est vrai que de plus en plus j'entends des personnes qui ont entrepris expliquer ou me conseiller de réussir à déléguer rapidement pour justement scaler rapidement aussi, tu vois. Parce que quand tu stagnes à un endroit où tu vas plus t'épuiser qu'autre chose, tu aurais un potentiel de valeur ajoutée sur des sujets où que tu maîtrises mieux, où tu es plus à l'aise. Et donc, en fait, il faut vite réussir à trier les activités sur lesquelles tu es, plus performant et que tu as une vraie valeur ajoutée et réussir à déléguer sur d'autres parties tout en continuant à scaler ton business. Et c'est hyper intéressant cette partie-là. J'ai une anecdote par rapport à ça pour expliquer vraiment cette notion de déléguer. Quand j'étais coach sportif et que je faisais des cours de step et de LIA, je me suis dit, purée, je vais essayer de créer mon propre CD de musique. Et grosso modo, j'avais commencé à télécharger des logiciels pour faire des mix. Alors, je me rappelle plus trop des logiciels. Je crois que c'était Ableton, un truc comme ça. Et voilà, je prends des sons sur Internet et j'essaie de faire des mix, machin, pour que ça colle avec la musique et que je mette les sons que j'avais envie. Je bosse pendant une semaine. Mis bout à bout, je me rends compte que j'ai bossé quasiment 35 heures sur le CD. Le CD est pas ouf. Et je me rends compte que je peux avoir le même CD à en acheter à 20 balles à un mec qui sait le faire. Donc je me suis dit, putain, excuse-moi du terme, pardon, je me suis dit, bordel. J'ai mis 35 heures, voire plus, à faire un son qui est pas ouf, alors que j'aurais pu le passer à faire autre chose, ce pourquoi j'étais bon, et payer le même truc pour 20 euros. Ouais. Tu vois? Est-ce que mes 35 heures valent vraiment 20 euros? Je pense Ouais, pas, tu vois. non, c'est ça, c'est que parfois, c'est un investissement. Bon, là, pour le coup, c'était que 20 euros, mais parfois, déléguer, ça a un coût sur le court terme. Mm. Donc, dans l'instant T, il faut sortir de l'argent de ses économies, mais en fait, qui te Bien rapporte sûr. beaucoup plus sur le long terme, quoi. Et moi, c'est quelque chose que je vais creuser rapidement, je pense. Alors, je suis encore au début, mais je vais essayer surtout sur la partie prospection. Je suis plutôt moi en prospection, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Par exemple, moi, ma target, c'est les gérants de salles de sport. Ouais. Pour aller les trouver, il y a beaucoup de formes de canaux, tu vois. J'ai l'impression, de ce que j'ai testé, que la prospection via mail, ça a du mal un petit peu. C'est plus sur du LinkedIn ou sur du Instagram directement. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour envoyer des messages personnalisés, aller réussir à toucher les bonnes personnes au bon moment, qu'ils aient du temps et tout. Donc, pour le moment, je le fais parce que même moi, je peux apprendre le process, comment je parle à ce type de cible. Mais ensuite, dès que j'aurai acquis de l'expérience et que j'aurai monté en compétence sur cette partie-là, pouvoir réussir à le déléguer rapidement pour me concentrer sur les rendez-vous commerciaux directement, là où j'ai une valeur ajoutée et que je peux vraiment présenter mon offre, quoi. Mais Ok, bah, ça, normalement, tu as déjà des outils. Un moment, on m'a proposé plein. Alors, j'ai pas encore passé le pas parce que je manque de temps et je suis en train de finaliser deux, trois trucs avant. Mais tu as des outils, par exemple, sur LinkedIn, payants, bien sûr, mais ouais, c'est pas extrêmement cher. Là, en l'occurrence, on m'a proposé un truc. C'était 89 € par mois.
Euh, Tu dis ta clientèle cible, ça te sort un fichier CSV de profils qui sont potentiellement intéressés. Je crois que tu as jusqu'à 2000 profils, enfin qui sont dans ta cible, pardon. Et derrière, en fonction de l'approche que tu vas avoir, ça fait des messages très personnalisés en fonction de la page LinkedIn de la personne ou autre. Donc ça, c'est spécifique LinkedIn. Mais du coup, derrière, bah, c'est automatisé, tu peux reprendre la main quand tu veux et tu génères du lead, tu vois, plus facilement que si tu vas prospecter par toi-même, tu vois. Actuellement, j'ai justement, en fait, je fonctionne de deux manières. Une manière un peu automatisée sur du LinkedIn et après une manière où je vais directement envoyer des messages à la main. Parce que les scrappings de LinkedIn, par exemple, quand tu veux réussir à identifier ta target via justement des fils que tu mets, ils sont pas forcément hyper fiables. Parce que, par exemple, quand je vais taper gérant, ça peut être gérant de salle de sport, mais il peut avoir aussi coaching et donc gérant de coaching, sauf qu'il n'a pas sa salle en physique, tu vois. Et donc, en fait, la target, au final, si je le mets dans une cadence de mailing et de nurturing, bah, la personne va me dire non, je suis désolé, j'ai pas de salle de sport ou ça m'intéresse pas. Et donc, il y a une partie qu'il faut automatiser quand on peut comme ça. C'est ce que je fais. Mais il y a une partie aussi où j'aime bien aller envoyer des messages hyper qualitatifs et avoir une démarche plus personnalisée et pouvoir montrer que j'apporte de la valeur directement aux personnes, quoi. Mais oui, c'est sûr que là, il y a énormément d'outils, notamment propulsés par l'IA, tu t'en doutes bien, qui sortent actuellement. Notamment sur Instagram, c'est intéressant parce que Instagram, c'est un réseau social beaucoup plus personnel, mais l'approche peut être aussi un peu plus friendly, amicale. Et donc, le taux de réponse peut être également plus élevé. Surtout dans le domaine du sport, où les gens sont assez accessibles en général, les gérants de salles de sport. C'est des gens qui aiment le contact humain, etc. Donc, via Instagram, ça se fait plutôt bien. Mais hyper Cool. intéressant. Euh, Aujourd'hui, si tu pouvais te parler à toi, au Patrick d'il y a 10-15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à ses rêves d'entrepreneuriat? Alors c'est marrant parce que je me fais toujours la réflexion. Euh, Aujourd'hui, et c'est ce que je dis aussi à mes clients en coaching, je leur dis, si j'avais pu avoir il y a 10 ans un mec comme moi associé dans ma boîte ou même que de conseils d'une heure par semaine ou autre, mais j'aurais payé des milliers, des dizaines de milliers, voire peut-être centaines de milliers d'euros. Pourquoi? Parce que j'ai énormément fait d'erreurs. Avec mes associés, on avait énormément fait d'erreurs. Et si on doit mettre tout bout à bout, ça se coûte en millions d'euros, je pense. Donc surtout, si je devais donner un conseil à des jeunes qui se lancent, c'est ne lésinez pas sur l'accompagnement. Certes, effectivement, il va y avoir des accompagnements qui ne sont pas donnés, mais la plus-value et le temps gagné à se faire accompagner n'a pas de prix. Je donne un exemple tout bête, tu vois, nous, on n'a pas été accompagnés sur le montage de notre société. Et en fait, on a vendu Bodit en fonds propres, tu vois, en nom propre, pardon. Ce qui fait qu'on a eu la flat tax, toutes les choses un peu pénibles à payer aux impôts, alors que si on avait eu une holding et toutes ces choses-là, ah bah là, on pouvait réinvestir, faire des montages financiers qui fait qu'on n'aurait pas été imposé aussi haut. Et rien que ça, tu vois, je te donne un exemple, un gars que j'ai accompagné, que j'accompagne toujours d'ailleurs. Premier call, on parle un petit peu voilà, de sa structure d'entreprise. Il dit, bah, moi j'ai fait comme ci, comme ça. Je fais, alors attends, moi je te conseille de faire comme ci, comme ça. Je suis pas un conseil fiscaliste, mais de mon expérience, je fais plus comme ci, en fonction de ton objectif final. Il dit, ah ouais, d'accord, ok, très bien. Et aujourd'hui, il a une quinzaine de boutiques et bah, il a déjà rentabilisé 1000 fois l'accompagnement qu'on a pu lui donner rien que par cette petite information. Donc j'aurais eu cette information à la base, parce qu'à la base, tu vois, on s'est pas dit qu'on allait faire une franchise. On a ouvert une première société, puis après, c'est parti un peu en sucette, entre guillemets, dans le bon sens. Donc on savait pas, tu vois. Et c'est ce qui nous a permis, enfin, c'est ce que je conseille, vraiment de se faire accompagner, ça, c'est très important. Hyper intéressant ce que tu disais par rapport au fait d'investir un petit peu de l'argent pour du coaching ou ce genre de choses. Je vais te parler un petit peu de mon expérience personnelle. Là, je suis actuellement à Bali. On avait parlé un petit peu en off. J'arrive sur la fin de mon voyage aussi, de mon grand voyage, comme tu as pu le faire. Euh, et en fait, j'ai rencontré un Canadien ici à Bali. Bah, déjà, rapidement, mais le mindset à Bali, je trouve qu'il est assez dingue. L'entrepreneuriat, c'est la première fois que moi je vais une partie du monde où il y a autant de personnes qui bossent à distance et des personnes anglophones, anglo-saxonnes ou anglophones, peu importe. Et, euh, et du coup, je parle avec ce Canadien qui a 21 ans, qui est plus jeune que moi encore. Et ce mec-là, depuis qu'il a 18 ans, bon, pour le coup, il vit dans un environnement où beaucoup de gens ont entrepris. Donc, il a des modèles de référence qui sont complètement différents des miens, par exemple. Mais il m'expliquait que lui, depuis qu'il est petit, depuis qu'il est jeune, il n'hésitait pas à investir dans des formations qui coûtent parfois 2000, 3000 euros.
euh, pour créer son agence. Il fait exactement pareil que moi. Il a lancé son agence d'automatisation IA également. Et il m'expliquait que leur vision des choses, en Amérique du Nord notamment, Mm. par rapport à l'investissement, n'a rien à voir. Et je pense que nous, on a un réel travail à faire là-dessus, sur nos mentalités, en tout cas en Europe et peut-être même plus en France, sur le fait de ne pas voir ça comme une dépense, mais comme un investissement en fait sur soi pour le futur. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Les formations, c'est très mal vu en France encore. Les coachings, etc. C'est des choses qui ont du mal à rentrer dans les mœurs. Et je pense que c'est pour cette raison-là qu'on ne pousse peut-être pas les gens suffisamment à entreprendre, à prendre des risques, à innover, etc. Et donc là, le fait d'être à Bali et d'être constamment entouré de personnes qui sont dans des business qu'ils ont lancés, moi, à titre personnel, ça m'a énormément inspiré. Et c'est pour cette raison également, même si j'avais déjà l'envie d'entreprendre, mais c'est aussi pour cette raison que j'ai décidé de lancer mon agence d'IA. Et du coup, ça fait totalement écho à ce que tu dis. Et je comprends, pour le coup, j'ai pris une formation aussi. Mais donc, je comprends ce conseil-là que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer, de ne pas hésiter à mettre un peu d'argent et que ça lui en fera gagner beaucoup plus sur le long terme, quoi. Alors, tu as, ce point-là. Après, moi, je te rejoins complètement, hein. Les Américains, bah, Amérique du Nord, hein, États-Unis, Canada, c'est des fous furieux en termes de formation. Mais ils ont complètement raison. Après, la mentalité, comme tu l'as dit, est pas la même aux États-Unis, au Canada qu'en France. Maintenant, la France, si tu veux, je sais pas comment on pourrait dire, mais bah, déjà, être entrepreneur en France, quand tu arrives en France, je pense que tu peux arriver n'importe où. C'est tellement compliqué d'ouvrir une boîte, de bien recruter. Enfin, tu le sais peut-être pas, ou tu le sais d'ailleurs, peut-être, hein, les employés, principalement, ont tous les droits. L'employeur, c'est compliqué pour lui. Et tu as très peu le droit à l'erreur en France. Et en plus, l'échec est mal vu. Donc, tu vois, je te disais tout à l'heure, moi, j'ai ouvert 15 boîtes en tout. Les 13 premières, elles ont performé, ou sont toujours en activité, ou ont été revendues. Là, je suis à les deux dernières, du coup, la 14 et la 15e. Il y en a une qui ferme et l'autre que j'essaie de vendre, tu vois. Et là, j'ai un espèce de contre-coup. Et je sais pas si c'est la mentalité française ou autre, mais je me dis, purée, waouh, mon ego en prend un coup, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Je fais, bah, en fait, je suis peut-être pas si bon que ça, tu vois. Mais c'est parce que c'est la mentalité autour qui te dit, limite, qui te pointe du doigt, ah, t'as fermé, t'es un mauvais, tu vois. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, la liquidation est source d'apprentissage et même bien vu, tu vois. Plus t'as échoué, plus t'as de chances de performer derrière. Et aujourd'hui, même si mon entourage proche, par exemple, me dit pas, ah, t'es nul, t'as pas réussi. Tu as ce sentiment quand même, de par les institutions, soit le tribunal de commerce ou les banques, qui vont dire, ah bah non, là, vous avez foiré, on va pas vous reprêter, tu vois. Donc en Mhm. fait, l'échec n'est pas toléré. Et du coup, c'est pour ça qu'il faudrait effectivement qu'il y ait plus de personnes qui s'intéressent à être accompagnées ou qui prévoient un budget dans l'accompagnement s'ils sont néophytes. Et derrière aussi, ce que j'ai remarqué malheureusement en France, c'est que les entrepreneurs, on est trop isolés. Je vais pas te dire que j'ai fait des recherches de fou furieux pour trouver des clubs d'entrepreneurs. J'ai commencé à regarder un petit peu sur Paris, mais c'est pas quelque chose qui est super simple, tu vois, de t'entourer d'entrepreneurs. Ou alors, moi, j'ai pas mal de potes qui sont freelance. Mais pour moi, freelance, c'est sûr, tu as ta boîte, mais tu travailles pour quelqu'un, donc c'est pas un pur entrepreneur à proprement parler qui crée son business de A à Z. Et je trouve que c'est la solitude qui peut aussi beaucoup peser. Donc, s'il y a un conseil, ce serait d'essayer de fréquenter, de rencontrer d'autres chefs d'entreprise avec qui on peut échanger, partager l'expérience, les bonnes méthodologies, les bonnes astuces à mettre en place, comme les pièges à éviter, tu vois. Ça, c'est un truc intéressant à mettre en place. Ouais, complètement. Et c'est ce que je ressens actuellement quand je suis à Bali. Le nombre de personnes qui ont des business qui tournent, qui se sont lancés. Moi, ça m'inspire aussi à titre personnel. Je me dis, mais en fait, si ces gens-là, ils y arrivent, c'est un peu comme toi, le sentiment que tu as eu avec ton concurrent à l'époque. Tu t'es dit, mais en fait, s'il y arrive, pourquoi pas moi? Et du coup, c'est hyper motivant d'être dans un environnement où il y a un nombre d'entrepreneurs qui est assez élevé. Et en fait, tu te rends compte que c'est une réalité que tu peux aussi avoir, toi, et ça t'inspire, ça te motive. Tu vas discuter, tu vas les challenger, ils vont t'apprendre des choses. Et donc, c'est super intéressant. Ouais. Je suis complètement d'accord Bah, avec c'est pour ça, je te disais, bah, là, je te partage, bah, en plus, je te l'ai dit, je crois, par message, mais toi, avec ma femme, là, on essaie, bon, on vend tout et on veut vraiment partir soit à Dubaï, soit à l'île Maurice. Pourquoi? Parce que donc la boîte pour laquelle je suis consultant,
est basé à Dubaï et j'ai eu la chance en mars dernier d'y passer une quinzaine de jours, une petite semaine pour visiter, puis une petite semaine pour travailler. Et je me suis rendu compte vraiment de l'effervescence qu'il pouvait y avoir là-bas. Enfin, t'as que des entrepreneurs, donc forcément, c'est très intéressant. Et il y a une émulsion qui se crée qui est assez incroyable. Et en fait, tu te tires tout le temps vers le haut. Tu vois. Ce que j'ai fait à Paris, ce que j'ai fait à Paris en 5 ans, je l'aurais jamais fait en toute une vie à Brest. Et le potentiel que tu peux faire en 5 ans, à mon avis, à Dubaï, tu le ferais pas en toute une vie à Paris. Parce que les impôts sont moins élevés, tu vois, les personnes que tu peux employer. Alors, je vais mettre un cadre à ce que je dis, hein, c'est pas euh, de l'esclavagisme, mais tu vois, tu vas à Dubaï, par exemple. Tu vas employer, parce que tu as une forte population indienne et pakistanaise, tu vas employer un mec que tu vas payer peut-être 7 ou 800 euros, enfin l'équivalent de 7 ou 800 euros pour un travail qu'en France aurait coûté 2000 ou 3000 euros peut-être. Mais tu vas pas le sous-payer parce qu'il touchera déjà 4 fois plus que dans son pays. Donc le mec, il va être super motivé parce qu'il aura plus d'argent que dans son pays. Il pourra pas, entre guillemets, te faire de petits dans le dos parce qu'il va être sponsorisé. Tu vas le sponsoriser pour travailler dans ta boîte. Donc forcément, il aura que Dieu que pour toi. Donc en fait, là-bas, tout est mis en place pour que l'entrepreneur qui est motivé, qui est bien câblé et qui a un projet, qui a un mindset d'enfer, en fait, réussisse. Alors qu'en France, tu as tellement de paramètres à prendre en compte. Tu vois, le recrutement, tu fais un recrutement, tu penses que la personne est bonne, mais derrière, en fait, passer la période d'essai, elle te dit, bah non, en fait, moi, je veux faire ci, je veux faire ça, je suis pas d'accord avec ci, pas d'accord avec ça. Tu te retrouves dans des conflits qui perdurent et qui te coûtent de l'argent, ils performent pas, en plus, tu as les impôts, enfin, c'est assez pénible, c'est pénible en fin de compte. Donc là, l'idée, c'est pour ça, moi, je veux partir avec ma femme, soit à Dubaï, soit à l'île Maurice, c'est que en fait, là-bas, j'ai l'impression, de ce que j'ai vu pour y avoir été, mais pas y être resté, c'est que c'est quand même plus accessible et plus facile. Tu vois. En France, tout est fait pour que tu sois, bah, t'es taxé de partout ou que tu sois ramené. Tu vois, j'ai gagné beaucoup d'argent avec Bodit, mais les taxes ont fait qu'au final, bah, ramener à tout ce que j'ai fait, c'est pas forcément gagner beaucoup d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Sur le c'est clair. papier, mais quand je te disais que je faisais 4h30, 22h, H24, enfin 7 jours sur 7, le coût à l'heure, en fin de compte, il est pas si élevé, tu vois. Mhm. Donc, Ouais, ouais. moi, si j'ai un conseil à donner, alors la France, j'adore, il n'y a pas de souci, mais si tu veux vraiment performer dans l'entrepreneuriat, ouais, c'est pas mal d'aller se faire des contacts un peu à droite à gauche. Si t'as pas d'attache, tu peux partir. Bah, après, ça a des avantages et des inconvénients, quoi. Ouais, c'est sûr. Pour la famille, par exemple, rester en France, effectivement, si on vient de la France, c'est quand même plus cool. Mais là, pour le coup, pour parler un petit peu de moi, j'aime vraiment bien cette ambiance qu'il y a à Bali et j'aimerais potentiellement y retourner dans quelques mois. Je vais rentrer en France pour revoir un petit peu ma famille, mes proches. Ça fait quand même 10 mois que j'ai vu personne. Donc peut-être qu'en septembre, si mon business prend bien, bah, pourquoi pas repartir à Bali et comme tu le dis, aller goûter enfin continuer de performer dans un environnement qui est peut-être plus propice à une croissance pour mon projet entrepreneurial, quoi. Bah, tu vois ce que je disais la dernière fois, et j'en parlais hier encore avec mon ancien associé, là, je disais, purée, j'avais une espèce de course pour gagner de l'argent, pour être bien, tu vois. Alors, quand je dis gagner de l'argent, comme moi j'ai un rapport assez particulier, c'est-à-dire comme je gagnais le SMIC à l'époque, toi pour moi déjà tu gagnes 3 ou 4 000 euros, c'est gagner beaucoup d'argent, tu vois, à mon sens. Mais la qualité de vie, et c'est peut-être ma crise de la quarantaine hein, qui a fait ça, parce que j'ai eu 40 ans fin d'année dernière, je me suis dit, purée, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que j'ai envie de me tuer à la tâche comme je l'ai fait pour Bodit, pour être reconnu ou peu importe, ou gagner beaucoup d'argent? Ou est-ce que j'ai envie euh, d'avoir un boulot peut-être qui va me rapporter un peu moins ou qui peut me rapporter autant, mais en faisant moins? Idéalement, c'est ça le but, hein, c'est de travailler moins et gagner plus, Sûr. et d'être dans un environnement intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, à Paris, enfin même, tu sais, c'est ce qu'on dit, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente, tu vois. Exactement, ouais. Et j'en parlais la dernière fois, je me dis, purée, bah, à date, je fréquente pas grand monde, je vais pas te mentir. Et parfois, c'est pas mon ego qui parle, mais j'ai l'impression de rentrer, de me dire, purée, ouais, ils vont pas m'apprendre grand-chose, tu vois. Mhm. C'est des potes à moi, tu vois, avec qui je m'entends très bien, mais ils sont pas entrepreneurs et tu vois, ça va parler, ah bah tiens, le PSG a gagné, cool. Enfin, tu vois, c'est pas des discussions qui vont être Ils vont continuer à te faire atteindre voilà. l'argent. Bon. Et donc la boîte pour laquelle je bosse à Dubaï, là, je suis rentré dans un écosystème.
où là, pour le coup, à chaque fois que je rentre dans la paix, j'ai l'impression d'être le plus idiot. J'apprends des trucs alors que j'ai quand même un bon passif, mais je me dis, waouh, c'est ce que je veux. Et je veux effectivement sortir de ma zone de confort comme je l'ai fait à l'époque. Tu vois, je suis parti de Brest, j'avais une petite zone de confort, j'avais ma copine, j'avais mon appart, voilà, j'avais mon boulot. Je suis parti à Paris, ça n'a pas été simple, hein, ma zone de confort, j'ai mis, c'est bien simple, avant d'avoir mon premier bail, j'ai mis 6 ans. Donc tu vois, j'ai mis ouais, 6 7 ans Et là, on a un appart, on est convenable parce qu'on a une chambre pour les gamins. Avant, on partageait la chambre avec les gamins. Donc là, j'ai une chambre pour les gamins, j'ai une chambre pour moi. Voilà, on est bien. Et j'ai mis quasiment 9 ans, tu vois, à avoir cette zone de confort. Mais je suis pas contre l'idée de ressortir une nouvelle fois de cette zone de confort pour peut-être aller m'installer à l'étranger ou autre. Alors, c'est un truc que j'ai déjà fait en partant à l'époque en Nouvelle-Zélande. Là, c'est un peu moins loin. Ma femme, tu vois, elle est mauricienne, donc elle a sa famille là-bas. Moi, j'ai mon père en Bretagne, mais voilà, il est tout seul, donc il peut voyager. J'ai pas d'attache familiale, ça c'est un plus. Les enfants vont suivre, donc je pense que c'est l'étape suivante d'être bien et surtout serein et pas se tuer à la tâche, tu vois. Vraiment avoir le savant, la bonne, le bon équilibre, pardon, entre sa famille, le travail et s'amuser, tu vois, tout simplement. Ça, si tu peux le trouver, c'est parfait. Et aujourd'hui, je sais qu'à Paris, c'est très compliqué, quoi. Malgré le fait que je fasse mon sport et tout, c'est un environnement Un peu spécial quand même, tu anxiogène, vois. ouais, j'imagine. Hyper, Mm. hyper intéressant tout ça, ça résonne beaucoup dans moi parce que je suis dans une période justement où je me pose beaucoup de questions sur où est-ce que je vais pouvoir bosser. Parce que l'idée d'avoir une agence, c'est aussi de pouvoir bosser à distance. Donc ça fait très écho, enfin, ça résonne beaucoup en moi et je pense que pour nos auditeurs, ça doit être aussi pareil. Les jeunes comme moi, ou même les moins jeunes, mais en tout cas, on a envie d'avoir une certaine liberté si on se lance dans l'entrepreneuriat. Et donc, je pense que tes conseils sont précieux par rapport à ce sujet. Pour revenir peut-être au sujet du fitness un petit peu, selon Ouais. toi, comment est-ce que tu vois évoluer le secteur dans les prochaines années à venir et quel sera le rôle de justement la technologie dans tout ça? Eh ben, écoute, c'est marrant parce que lorsqu'on a ouvert Bodit, tu vois, tu avais deux écoles. Et même parmi nos coachs, hein, c'est-à-dire que la première fois que j'ai testé l'électrostimulation, je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou, c'est vénère, c'est efficace, mais j'avais encore envie d'aller dans les salles traditionnelles, tu vois, parce que j'aime faire de la muscu, c'est mon métier de base, faire des cours et tout. Et beaucoup de personnes, notamment les coachs, en fait, coachaient avec l'électrostimulation, mais ne s'entraînaient pas avec parce que ne voyaient pas réellement, ne comprenaient pas réellement la plus-value. Et même la clientèle, par rapport à notre slogan, notre slogan marketing qui était voilà, 20 minutes égale 4 heures de sport. Alors, c'était pour parler à tout le monde, mais en gros, c'est 4 heures en termes de renforcement musculaire parce que t'as une vraie efficacité sur l'ensemble du corps en très peu de temps. Donc nous, on touchait plutôt les personnes qui n'aimaient pas forcément le sport, qui voulaient quand même se remettre en forme parce que en une séance de 20 minutes, bah, tu faisais l'équivalent quasiment de ta semaine de sport, tu vois, en renforcement musculaire. Et moi, je l'ai bien compris parce que j'arrivais pas à faire les deux. J'arrivais pas à faire ma séance d'électrostimulation et mes 3 séances de muscu. J'étais trop fatigué. Donc, tu as un avantage à ça, c'est que bah, la personne qui aime pas le sport, elle fait ses 3 séances en 20 minutes et du coup, bah, les 3 autres séances qu'elle aurait dû faire pour se sentir bien, bah, elle va au cinoche, tu vois, elle voit ses amis ou elle prend soin de sa famille. Et pour en revenir à la question de comment je le vois dans un futur plus ou moins proche, c'est que je pense qu'il va y avoir une synergie à trouver entre les deux. À l'époque, ou même toujours un peu maintenant, tu fais de l'électrostimulation, tu fais de l'électrostimulation, voilà, tu travailles en électrostimulation. Mais tu as les technologies qui arrivent qui vont te permettre, ou qui te permettent déjà en fait de combiner les deux. C'est-à-dire d'aller optimiser tes performances en intégrant l'électrostimulation. Par exemple, les dernières technologies qu'on avait bah, te permettent d'aller courir un petit peu, tu vois, d'aller courir, marcher, faire du vélo, ce que tu veux. Et en fait, c'est un amplificateur de résultats, donc tu peux aller chercher un peu plus loin. Et je pense qu'il va y avoir une synergie à faire entre les deux. Il y aura toujours des salles de sport traditionnelles, toujours des salles d'électrostimulation, toujours des nouveaux concepts qui vont sortir, comme tu as eu le CrossFit dans les années 2000, je crois que c'était 2000, 2005, 2010, truc comme ça. Maintenant, tu as l'Aerox qui arrive. Après, tu auras, de nouvelles tendances qui vont arriver. Euh, bon, je suis pas devin, je peux pas te dire lesquelles, mais je pense qu'il y a toujours effectivement des petits malins qui vont trouver une brèche, comme tu vois, par exemple, je sais pas si tu connais F45, ça te parle peut-être? Non, ça me parle pas.
F45, c'est un concept de circuit training, si je dis pas de bêtises, où tu fais 45 minutes. Et eux, ça a été un truc de fou. Ils ont ouvert le premier à Sydney, et après, ils ont ouvert, je crois, 1400 ou 1500, un truc comme ça, en 5 ans. Tu vois, c'est un peu le body de version, version mastodonte à l'américaine. Et eux, c'est un concept qui a beaucoup plu aux États-Unis, qui reprenait, on va dire, des mouvements traditionnels de muscu ou combinait un peu avec du CrossFit ou de l'aerox. Et ça a beaucoup plu. Donc, je pense que celui qui va percer aussi plus tard, c'est celui qui arrivera à trouver vraiment le next, la next méthode. Et peut-être que ça va être une combinaison justement alliant électrostimulation et sport tradi. Maintenant, à mon sens, je pense enfin, je parle pour ma part, hein, peut-être qu'il y en a qui sont bien plus avancés que moi, parce que ça fait quelque temps même que je suis plus trop dans l'électrostimulation. Il faut vraiment trouver les efficaces sur un entraînement traditionnel. Je pense qu'on manque encore de recul sur vraiment comment intégrer l'électrostimulation Ouais. dans une prépa, par Pour exemple, que tu vois. pour que ça sonne plus efficacité plutôt que peut-être. Euh, enfin, c'est efficace, mais je veux dire, peut-être que la perception des gens, pour le moment, est encore un peu trop gadget liée dans ce sport-là, dans le sport de manière générale. Peut-être que Mm. effectivement, pour l'instant, quelqu'un qui fait de la muscu pure et dure depuis des années, il aurait peut-être tendance encore à se dire, bon, bah, je préfère faire ma petite séance de muscu, quoi. Bah, t'as ça et t'as aussi on manque de maîtrise sur l'outil. Et je vais te donner, je vais te partager une anecdote encore. Euh, donc, quand j'avais le premier club Body It, je crois que j'en avais deux à l'époque. J'en avais deux. Et t'as un mec qui postule. Et je reçois son CV. Et là, je vois, c'est un bodybuilder. Je me dis, oh, génial, je vais lui faire tester parce que c'est le mec qui faisait 1m80, 110 kilos, mais machine de guerre. Et du coup, il arrive, il croyait pas trop au produit. Et en fait, je lui ai fait une séance tellement vénère. Le mec, il est sorti de là, il s'est dit, purée, mais c'est un truc de fou furieux. Et du coup, bah, lui et sa conjointe, ils en ont ouvert trois de Bodit, pour Ouais. l'anecdote. Et le gars, donc, c'est toujours, tu vois, il s'entraîne 2 fois par jour, il pousse des charges, je crois qu'il fait du 220 au coucher, tu vois, donc un truc de fou furieux. Mais il s'entraîne toujours avec le MS parce qu'il a trouvé en fin de compte l'avantage à travailler avec l'électrostimulation. Par exemple, pour la définition musculaire au niveau Ouais. abdominal, il n'a trouvé rien de mieux. Et aussi, alors je sais pas si ça va te parler parce que je rentre un peu dans le technique, mais grosso modo, tu vas aller travailler énormément sur le système nerveux. Donc, tu peux aussi gagner en force pure, tu vois. Et Mhm. bah, soit il se blessait, donc il travaille avec l'électrostimulation pour se réathlétiser ou combler ses déficits. Et en à côté, tu vois, il faisait du spécifique. Par exemple, il s'était blessé une fois au pec, bah voilà, il pouvait plus faire de coucher, il entretenait avec la machine et il récupérait avec la machine, tu vois. Ouais, Donc, il y a plein. sur de la récupération et sur du perfectionnement comme ça, je vois une énorme valeur ajoutée à ça, et c'est sûr. Peut-être justement pour les bodybuilders ou pour les athlètes de haut niveau qui veulent améliorer leur performance précisément sur des muscles, par exemple, pas forcément faire grossir leurs muscles, mais comme tu dis, être plus explosif ou avoir plus de force, ça peut être hyper intéressant. Je suis complètement convaincu de ça aussi. Peut-être une dernière petite question pour ceux qui nous écoutent. Quel message t'aimerais faire passer à ceux qui rêvent de lancer leur salle de sport ou de faire passer leur salle de sport à un niveau supérieur? Quel serait ton message par rapport à ça? Bah alors pour ceux qui souhaitent ouvrir leur salle de sport, c'est d'avoir un plan. C'est d'avoir un plan déjà, parce que si tu te dis de but en blanc, je veux ouvrir ma salle de sport, mais que tu ne poses pas une roadmap, entre guillemets, à te dire, bon allez, moi il faut que dans 2 ans j'ai ouvert ma salle de sport, maintenant quelles vont être les étapes clés à mettre en place pour y arriver, trouver un financement, peut-être trouver un associé, peut-être passer par le système de la franchise ou tout créer de toutes pièces, budgétiser, toi, toutes ces choses-là, c'est vraiment avoir un plan et le poser. Ne pas attendre non plus que ce plan soit à Mm. 100% finalisé. C'est ça le problème, c'est des fois on dit ah, c'est pas assez bien, je ne vais pas le lancer. Non, non, c'est se lancer quand même quand on est, on va dire, à 60-70% sûr de ce qu'on veut faire. Parce que tu vas voir qu'au fur et à mesure, en fin de compte, tu pensais à des choses, mais elles vont changer. Mais tenir sa ligne directrice. Et pour ceux qui ont déjà peut-être une salle de sport et qui veulent dupliquer, mais qui sont restés un petit peu, bah, souvent c'est le cas, hein, ils restent dans l'opérationnel, c'est arriver à s'entourer des bonnes personnes, à déléguer un maximum et travailler, et faire ce pour quoi on est bon. Je te donne l'exemple, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais tu vois, Body Hit, on était trois associés ultra complémentaires. C'est-à-dire que moi tout seul, j'aurais jamais réussi à faire ça.
mes deux associés individuellement, pareil, n'auraient jamais réussi à faire ça. Moi, j'étais un peu le couteau suisse, c'est-à-dire que toi, en premier, je faisais des travaux, je montais les meubles, je faisais les coachings, je montais un peu les process, toi, je faisais tout ça, donc je testais un peu sur le terrain, donc je suis très opérationnel. J'avais un autre associé, donc qui était le président à l'époque, qui lui était plus dans vraiment la vision stratégique et c'était un peu l'image de marque. Tu vois, il aimait bien coacher les stars, se faire voir, donc très commercial. Donc tu vois, il était un peu sur le devant de la scène. Mhm. Et tu avais mon troisième associé qui était plus voilà dans tout ce qui est compta, finance, organisation. Et ce qui fait que c'est ça qui nous a permis aussi d'aller très vite. Tu connais l'adage, hein, à seul on va vite, à plusieurs on va plus loin, tu vois. Mhm. Donc c'est un conseil, c'est de bien s'entourer. Si la personne aujourd'hui a une salle de sport, qu'elle est seule, euh, soit qu'elle trouve peut-être quelqu'un avec qui s'associer. Alors l'association c'est toujours un peu touchy, mais peut-être trouver quelqu'un qui va pouvoir l'aider à aller plus loin, se faire accompagner, se faire former. Si tu as besoin d'ouvrir une franchise ou si tu penses à la franchise, bah, c'est pas simple parce que tu es gérant de salle de sport, t'es pas franchiseur. Et quand tu deviens franchiseur, c'est un nouveau métier, toi, à part entière. Donc là, faut bien en être conscient. Et ouais, l'accompagnement et budgétiser et savoir ce qu'on veut. Parce que tu vois, il y en a plein qui me disent, ah ouais, ce que tu as fait, c'est génial, je veux la même. Ok, mais est-ce que tu es prêt à passer par les étapes dans lesquelles je suis passé? Moi, clairement, aujourd'hui, je pense pas que je sois prêt à refaire ce que j'ai fait. Ou tout du moins à date. Parce que Ouais. c'est un Ironman, le truc, hein, un Ironman qui s'enchaîne, tu vois. Donc vraiment, voilà. Se faire un plan, poser un plan, être clair dans sa tête et ne pas hésiter à prendre conseil autour de soi voilà, avec ceux qui ont réussi, tout simplement, hein, c'est très important. Bah super. Merci Patrick pour ce mot de la fin. Je pense qu'on a évoqué pas mal de sujets intéressants et ça pourra résonner chez pas mal de nos auditeurs qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'entrepreneuriat de manière générale ou dans le monde du fitness. En tout cas, je te remercie Patrick, c'était super intéressant. Même moi, Et à toi, j'ai Thibaut. beaucoup appris. Donc c'était un plaisir. Je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode du podcast et on se dit à bientôt. À bientôt, tout le monde. Ciao.